voudrais vous présenter aujourd'hui un cours intitulé Éveil critique aux langues comme une pratique dans l'enseignement interculturel. Ça ne représente pas un cas représentatif des exercices qui sont en cours, qui sont pratiqués dans ce domaine, mais je vais vous présenter mes expériences. Donc, il s'agit des cours dispensés aux étudiants japonais qui seront futurs enseignants de l'école primaire ou secondaire japonaise. Donc, notre pratique ne s'adresse pas aux futurs professeurs du japonais et qui auront comme public, le public étranger. Mon exposé va développer les points suivants. Premièrement, la définition du terme éveil critique aux langues. Deuxièmement, la méthode du travail. Troisièmement, les constats tirés de nos expériences. Permettez-moi de préciser ici critique. Il ne s'agit pas seulement critiquer quelque chose, mais critiquer au sens réflexif, si vous voulez, essayer de ressaisir l'élément donné. Donc, la différence entre éveil aux langues et éveil critique aux langues. L'éveil aux langues sensibilise les étudiants à la diversité et au rôle de langue, mais il n'y a pas de questionnement sur la nécessité de l'usage langagier ni de remise en cause de la construction des structures sociales. Or, l'éveil critique aux langues est une approche critique qui tente à ressaisir le système de valeurs et la structure sociale qui sous-tend l'usage d'une langue. Il s'agit de comprendre pourquoi une langue est choisie et utilisée et comment la pratique langagière construit une structure sociale. L'objectif est de comprendre comment la pratique langagière est reçue, produite et reproduite par ces acteurs. Donc, c'est l'objectif du cours. Fairclough dit ceci: tout phénomène linguistique est en soi un phénomène social. Selon lui, le discours prononcé au micro-niveau doit être ressaisi au niveau socio-culturel. Autrement dit, tout discours est considéré comme mouvant et modifiable. Excusez-moi, je reviens. Voilà, ça c'est très bien. Donc, toujours selon Fairclough, le discours intègre le processus de production et d'interprétation du texte. Et il recommande les analyses suivantes pour saisir les paroles dans leur contexte. Premièrement, analyse linguistique du texte. Deuxièmement, analyse de l'interaction entre la production et l'interprétation du texte, c'est-à-dire analyse du discours comme pratique sociale. Troisièmement, analyse du discours comme action sociale en rapport avec son contexte social. Excusez-moi. Ça y a un décalage entre mon texte et l'image. Donc, l'exercice que je vais vous présenter est fondé sur les idées avancées par Fairclough sur le cadre de l'apprentissage critique des langues. Selon lui, le discours est formé par la société et en même temps, il a forme. Deuxièmement, le discours construit les connaissances, les relations sociales auxquelles elles se réfèrent et l'identité sociale, tout en restant susceptible de les modifier. Et l'éveil critique aux langues permet de comprendre comment la société et le discours se forment mutuellement. Et donc, les cibles du cours
concernant les cibles et la méthodologie du cours, le cours s'adresse à 35 étudiants de la faculté de didactique qui sont en première année et de l'université spécialisée en didactique des langues. C'est un cours obligatoire. Donc le cours est intitulé Aperçu de la didactique des langues. Le cours se déroule comme suit. Donc les étudiants apprennent les éléments nécessaires pour devenir ensuite enseignants à l'école primaire et secondaire. Et concrètement, donc la méthodologie, la façon de déroulement est la suivante. Premièrement, la didactique des langues dans une société multiculturelle et multilingue. Ça, c'est un macro-point de vue. Deuxièmement, la langue et sa signification. C'est un micro-point de vue. Et troisièmement, la mise en place d'un éveil critique aux langues. Alors, les étudiants ont réfléchi sur la didactique des langues, d'abord d'un macro point de vue, puis d'un micro point de vue. Et nous y avons consacré 2 créneaux de 90 minutes dans l'organisation des cours. Le cours s'est déroulé de la manière suivante. Nous montrons une accroche publicitaire aux étudiants. Et les étudiants doivent deviner qui a conçu le message, dans quel but et à qui s'adresse ce message. C'est donc un travail qui relève d'un processus d'interprétation. Deuxièmement, les étudiants doivent définir le contexte social qui a donné naissance à un tel message. C'est aussi un travail sur le processus d'interprétation. Enfin, les étudiants doivent ensuite transférer le message dans un autre contexte qui n'est pas forcément étranger, mais afin de reformuler le message. Donc, c'est un travail qui relève d'un processus de production d'un message ou d'un texte. Voilà. Le premier exemple, mon mal au dos ne connaît pas de trêve, même le 15 août. Alors, tout à l'heure, j'ai discuté avec mon interprète, mais dans la traduction française, c'est traduit comme mon mal au dos, pour que ce soit plus naturel pour les Français. Mais c'est vrai que dans le texte japonais, chez les Japonais, on dit plutôt j'ai mal aux épaules. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais je ne sais pas si c'était un bon exemple, mais les étudiants ont bien vu qu'il s'agissait d'un produit que son producteur essaye de vendre aux consommateurs. Pour la deuxième étape, concernant donc le contexte social, voici quelques traits envisagés par les étudiants. Donc, les gens travaillent sans arrêt 365 jours sur 365. Beaucoup de gens souffrent du mal de dos. Les gens partagent l'idée selon laquelle, autour du 15 août, c'est-à-dire pendant la fête des défunts au Japon, tout le monde est en vacances. Les étudiants se sont bien rendus compte de certains traits sociaux qui précèdent cette formule publicitaire. Donc, pour la troisième étape du travail, donc, quand on essaye de transférer la phrase, le message dans un autre contexte, quelques-unes des phrases proposées ont été les suivantes. Ta maman n'a pas de dos tendu? Cette phrase s'adresse aux enfants. Ou encore, mon mal de dos ne connaît pas de dimanche. Avec un tel mal au dos, la fête de Noël n'est pas possible. Donc, on reprend souvent la même structure de phrases comme mon mal au dos n'a pas de dimanche ou de trêve, etc. Mais certaines phrases étaient très originales, comme êtes-vous prêt à traîner votre mal de dos toute la vie? Voilà, je passe maintenant au 12e exemple. La formule publicitaire est la suivante. Monsieur le PDG attend le jour J. Jour J, pardon. Monsieur le PDG, à vous de décider. Voyez-vous de quoi il s'agit?
Il s'agit d'un logiciel de comptabilité pour savoir qui adresse cette phrase à quel public et dans quel but. Euh, les étudiants ont bien vu que c'est le producteur du logiciel s'adresse au PDG des entreprises pour qu'ils décident d'acheter leurs produits. Ou encore, comme d'autres réponses, le producteur s'adresse aux entreprises pour vendre son logiciel nouveau qui va faciliter leur travail. Ou bien encore, le logiciel nouveau va simplifier le travail des comptables. Donc maintenant, pour la deuxième étape concernant le contexte social, quelques traits envisagés concernant le contexte social sont les suivants. Le PDG dirige seul son entreprise. Le PDG a le dernier mot pour prendre une décision. La formule « Monsieur le PDG » flatte même les salariés sans titre. Ça, c'est assez amusant. Et cela revalorise, donc la formule « Monsieur le PDG » revalorise le statut des employés. Les étudiants étaient sensibles au statut social et à l'image de PDG. Ils ont aussi remarqué l'omniprésence de l'informatique en société. Alors, pour ce qui est de transfert du message dans un autre contexte, voici quelques propositions. Alors, pour s'adresser au personnel de l'administration, vous en avez assez des tâches inutiles? Bien, Monsieur le Président, à vous de décider. Ici, c'est carrément un chef d'État qui va se décider. Donc, c'était forcément dans un contexte étranger. Et parmi les autres formules, il y avait « c'est un logiciel qui transforme une maman en expert comptable ». Ça doit s'adresser aux ménages. Donc, maintenant, quels sont les constats qu'on peut tirer de ces expériences? D'abord, il y a des interprétations multiples pour les messages et pour leur contexte social. Mais en ce qui concerne la production de discours, transférés dans un autre contexte social, les étudiants n'ont pas fait preuve de beaucoup de créativité. Les discours proposés reprenaient très souvent la structure initiale de la phrase publicitaire. Ils ont juste modifié, remplacé un mot par un autre, etc. Pourquoi? Premièrement, dans la didactique traditionnelle des langues, qu'elle soit pour la langue maternelle ou pour la deuxième langue, on apprend aux étudiants à interpréter les paroles, y compris leur contexte social, mais on ne leur apprend pas à produire des discours adaptés à un nouveau contexte social imaginé. Donc, on voit bien que ces exercices ont sensibilisé les participants au lien étroit qu'il y avait entre un discours et son contexte social, et les étudiants ont développé un regard bilatéral sur ces 12 éléments qui sont indissociables. Ils ont remarqué qu'il y avait d'abord un besoin de la société pour la production d'une accroche publicitaire. Donc, les étudiants aussi, ils ont compris qu'on pouvait remonter à partir d'un discours pour envisager un contexte social donné et que la modification du contexte donnait naissance à d'autres types de discours. Certains étudiants ont ainsi reconsidéré la circulation des marchandises en société. Et certains participants ont évoqué les difficultés de la production du discours. Ils ont vu qu'il était plus facile d'interpréter que de produire. Ils ont vu aussi qu'il suffisait de modifier un peu l'âge du public ciblé pour modifier complètement le discours dans sa forme et dans ses
parole. Et donc, certains étudiants ont pris un grand plaisir à déceler les éléments dissimulés dans un discours. Voilà quelques appréciations recueillies auprès des étudiants. Dans le cadre de l'éveil critique aux langues, un discours est saisi comme une interaction mouvante entre l'interprétation et la production du message lié à son contexte social, surtout pour produire un discours nouveau à partir d'un nouveau contexte, il faut forcément un regard critique sur ces éléments. Et nos exercices montrent bien que le processus d'interprétation ne posait pas de grands problèmes aux étudiants, mais ils ont souvent hésité à produire des discours nouveaux. Mais à travers ces pratiques, ils se sont rendus compte qu'un discours était très souvent enfermé dans un contexte figé. D'autre part, les exercices de production de discours ont développé chez les étudiants un regard indispensable pour saisir les discours comme processus social et mouvant. Si je peux évoquer quelques lacunes dans la didactique traditionnelle des langues, c'est d'abord le caractère figé du contexte donné pour interpréter des discours. C'est une manière assez passive d'apprendre. Donc, il faut un apprentissage critique pour produire les paroles en modifiant le contexte. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme multiculturel ou multilinguistique, mais aujourd'hui, nous vivons dans une société de plus en plus multiculturelle et multilingue. La communication implique dans la vie de tous les jours des gens ayant des parcours très variés. Il me semble très important de développer un regard critique pour comprendre un discours comme un processus social et mouvant. Je terminerai mon exposé sur cette image de Nagano. La photo a été prise depuis le campus de notre université. Je vous remercie.